Bonjour Bart De Wever. Bonjour. Un an que vous êtes Premier ministre, un an que vous défendez les couleurs nationales. Est-ce que maintenant, si j'ose dire, vous croyez en la Belgique? Écoute, c'est toujours la même question. Je change de fonction, pas de conviction, mais je fais de mon mieux. J'assume à 100% le rôle de Premier ministre, donc je travaille dans l'intérêt de chaque citoyen. Et j'espère que maintenant, après un an, la confiance des francophones en moi a augmenté. C'est ce que vous avez le sentiment de vivre, que les francophones croient de plus en plus en vous? Je pense que oui. Je peux m'imaginer qu'ils avaient des doutes, qu'ils disaient, bon, c'est un nationaliste flamand, est-ce que c'est pas un train qui cache un autre train, est-ce qu'il n'y a pas d'agenda secret, comme le dit toujours le PS, oh, il a un agenda secret. Je pense après un an de réforme, un an de défendre l'intérêt de notre pays sur le scène international, que peut-être ma crédibilité a augmenté et que les francophones maintenant sont prêts à croire que je dis la vérité quand je dis je suis là pour vous aussi et je travaille dans l'intérêt de tout le monde. Je crois qu'on doit évoluer sur le plan institutionnel, mais on n'a pas la majorité à 2/3. Donc je suis pragmatique. Les Wallons ont voté pour le changement. Je suis reconnaissant pour ça. Ils ont voté pour les maires, pour les engagés, des partis qui veulent dire adieu à l'assistanat. Et c'est une opportunité au fédéral de pouvoir travailler et j'ai saisi cette opportunité. Donc je ne suis pas un énergumène. Je ne pense pas que l'institutionnel est un but en soi. Et si on peut travailler au fédéral, je le fais. Et je l'ai toujours dit, mais je pense qu'on ne m'a jamais cru. Et peut-être ça, c'est la différence, que maintenant on est prêt à croire que je dis la vérité quand je dis ça. Mais qu'on va évoluer sur le plan institutionnel, la meilleure preuve, c'est la ville d'Anvers, la région bruxelloise, où ça ne fonctionne plus du tout. Hein. On n'est même plus capable de former un gouvernement. On jette l'argent par la fenêtre. Donc on ne peut pas continuer dans la situation actuelle. La Belgique n'est pas efficace, c'est beaucoup trop cher. Donc à la fin, ma conviction reste qu'on doit aussi évoluer sur le plan institutionnel. Lors de vos vœux, des vœux au corps constitué, au palais, on avait le sentiment que votre discours et celui du roi résonnaient. Est-ce qu'on peut dire qu'il est désormais votre allié ou que vous êtes l'allié du roi pour justement décortiquer ces enjeux? C'est une bonne question. Il est le chef d'État et je suis impressionné par sa personnalité. Il est dédié à son job. Vous partagez les constats, quoi? On partage les mêmes constats. On vit dans un monde qui est compliqué. Donc la situation géopolitique est compliquée. La situation de l'Europe n'est pas évidente et on est menacé. Et donc quand on est sous pression, il faut travailler ensemble, quoi. Et le roi, on a un bon roi. Donc moi je suis républicain, je ne change pas de conviction, mais je constate qu'il est bon, qu'il est dédié. Je suis impressionné par sa méthode de travailler. Il est toujours très bien préparé. Pendant chaque audience, je le constate qu'il a bien préparé la réunion, qu'il pose les bonnes questions. Et sur le scène international, ce qu'il fait, c'est toujours dans l'intérêt de notre pays. Il est toujours à la recherche de pouvoir utiliser sa fonction pour l'intérêt général. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et on a bien travaillé ensemble. J'ai l'impression qu'on s'apprécie l'un à l'autre. Mais ce n'est pas à moi à juger ce qu'il pense de moi. Mais moi, je pense que notre souverain, tant que je suis républicain, donc j'ai aucun intérêt à le dire, qu'il fait un excellent travail. Alors votre première année à la tête du gouvernement a été marquée par ces questions budgétaires. Il y a eu beaucoup de discussions sur beaucoup d'accords. On a vu que vous avez dû plusieurs fois revoir l'étude, entre guillemets, budgétaire. Ça veut dire qu'en fait, votre législature, l'an prochain, ça va être la même chose? La seule boussole, c'est le budget? La seule boussole, ce n'est pas le budget, mais c'est une boussole très importante parce qu'on l'a négligé totalement pendant le Vivaldi. Et aussi, les gouvernements précédents n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire et en grave difficulté. Notre État-prévidence ne peut pas survivre sans prospérité. On ne peut pas dire qu'on peut avoir la solidarité sans gagner de l'argent pour soutenir cette solidarité. Et on ne peut pas accumuler des déficits et la dette nationale Allez, le moment est venu de guérir ce pays, d'assainir ce pays. Ce n'est pas une évidence. C'est comme dans les années 80, les années 90, c'est le 3e grand assainissement de la Belgique. C'est hyper compliqué. Même dans un pays normal, ce serait compliqué. Mais dans la Belgique, c'est toujours hyper compliqué puisque
On a encore une coalition avec 5 partis, parti de gauche, parti de droite, les 2 communautés linguistiques. On doit faire un ajout de tout ça avant qu'on peut arriver à un accord. C'est pas facile. Pour maîtriser ce budget, vous avez enclenché les grandes réformes, on va y revenir, mais aussi une réforme fiscale qui a causé beaucoup de prises de tête lors de la fin d'année, qui a failli presque faire chuter votre gouvernement. Une réforme fiscale qui a abouti sur des exemptions, une baisse de fiscalité pour certains secteurs, notamment les fameux plats à préparer ou le secteur culturel. Et là, le Conseil d'État vient dire que ça ne va pas. Ça veut dire que vous devez tout revoir, Bardowever. Pas tout revoir. Hein. Donc, vous parlez maintenant de la TVA. La réforme fiscale, c'est une réforme gigantesque qui est un tax cut. Ça, c'est important à souligner. Pour ceux qui travaillent à la fin, ils gagneront en net plus qu'aujourd'hui. La différence entre travailler et pas travailler va devenir plus grande. Et tout le monde dans la coalition est d'accord qu'il faut absolument faire ça dans ce pays. Mais pour une partie, c'est aussi un tax shift. Ça veut dire qu'on augmente des autres taxes, notamment un déplacement de la fiscalité. Un déplacement de la fiscalité, un shift vers les fortunes. On a augmenté la taxe sur les comptes titres, la taxe plus-value qu'on a introduit, aussi certains systèmes dans les SOC qu'on a augmenté. Mais là, on peut dire que le coût... Et la consommation, donc la TVA, on a aussi augmenté les taxes de 1,3 milliard, si je ne me trompe pas. Mais là, je peux que constater qu'on a peut-être fait un accord qui ne tient pas tout à fait la route et qu'on devra le réviser. Donc vous dites, le compte n'est plus bon. Il faut renégocier, quoi. Je crains que oui. C'est toujours la même chose. En Belgique, on est à 5. Au début des négociations, tout le monde pense qu'on va faire des décisions clear-cut. Je l'entends toujours, clear-cut cette fois-ci. Je peux accepter des défaites. Et au final, c'est un peu compliqué. Des victoires, mais ça doit être clear-cut. Et après des semaines de négociations, 5 nuits blanches, on ne part pas avec le beau cheval qu'on avait en tête, mais plutôt avec un chameau qui est laid et qui pue. Et parfois, le chameau est trop laid et qu'il pue trop fort. Et je pense, dans la TVA, on a fait un chameau qui est vraiment handicapé. Je m'attendais à ça. Pour être cash, je m'attendais à un avis du Conseil d'État qui très, très, très négatif. Et on l'a obtenu. Et donc, ça nous oblige de revoir ce parti de la grande réforme fiscale. Je peux comprendre et je peux entendre le souci de chacun pendant les négociations. Je veux une exemption pour ce secteur, je veux pas ceci, je veux pas cela. Mais les désavantages, après 4 nuits blanches, on pense encore qu'on a un bébé rose qu'on peut montrer à tout le monde et tout le monde va dire que c'est un beau enfant. Parfois, c'est pas vrai et parfois, on doit l'accepter et l'assumer. Le début des discussions, ça tournait autour d'une augmentation du taux standard de la TVA, 21 à 22%. C'est ce que vous pliez, c'est ce que ne voulait pas le MR. On va revenir à ça, Ça, c'était le clear cut. Mais on va revenir à ça, alors. Je peux pas vous dire, parce que c'est ma tâche de faire des compromis. Donc, ce sont les présidents de partis qui ont la liberté de s'exprimer fortement, de dire maintenant, je vais aller dans cette direction ou une autre direction. Je pense que le Premier ministre doit garder des réserves. Donc, je dois entendre tout le monde, je vais le faire pendant la semaine prochaine. Mais en tout cas, on ne peut plus avancer avec la réforme comme on l'avait décidé, parce qu'avec un avis du Conseil d'État qui était très négatif, parfois, pendant la lecture, c'était du stand-up comedy presque qu'ils ont fait. Donc, ils nous ont envoyé un message très clair que si ça passe à la Cour constitutionnelle, tout va être annulé. Donc, ça n'a pas de sens de continuer. Donc, on doit renégocier. Est-ce qu'on peut retourner vers une décision clear-cut? Moi, je l'aimerais bien. Mais je ne peux pas vous garantir, après la négociation à 5, que ce sera un beau cheval. J'espère que ce sera un chameau qui ne pue pas et qu'on peut arriver à atteindre l'oasis budgétaire avec le chameau. Bardowever, vous sortez un livre, Prospérité, dans lequel vous évoquez différentes réformes, notamment celles que vous aviez déjà mises en œuvre, à savoir peut-être l'une des plus spectaculaires de cette année, la réforme du chômage. Et vous dites clairement, forcément c'est dans l'intérêt de toutes les régions, qu'à un moment donné la limitation du chômage stimule le marché de l'emploi, mais vous dites aussi, ça réduit le transfert nord-sud. Ça répond forcément à une critique de l'opposition, à savoir, est-ce que cette réforme sur la limitation du chômage, c'est un transfert de compétences déguisé? Je n'accepte pas vraiment cette critique parce que c'est une vérité objective, que ça va diminuer les transferts, mais on doit s'interroger, est-ce que c'est désavantageux pour la Wallonie? Et ça, je ne crois pas du tout.
Je pense qu'à terme, pas à court terme ce sera dur. Et je m'en rends compte et on est toujours prêt à réviser certains aspects comme les aidants proches qui sont trop durs. Donc je suis quelqu'un qui est pour la solidarité. Je ne veux pas laisser tomber des gens qui sont dans la précarité. Ça n'a pas de sens. Mais l'assistanat, donc le hamac que les politiques ont mis et la culture du PS d'encourager les gens de s'installer dans l'hamac et de ne plus jamais sortir du hamac, mettre fin à ça, c'est dur à court terme. Mais je suis vraiment convaincu qu'à long terme, la Wallonie va en profiter parce que c'est chez vous, malheureusement, que le taux d'activité est beaucoup trop bas. Il y a beaucoup de vacatures. Donc, réactiver les gens, dire que c'est normal de travailler et que ce n'est pas un choix de vie de rester passif, il faut le faire. Et pour redynamiser la Wallonie et redresser l'économie en Wallonie, c'est une étape qui est absolument nécessaire. Donc oui, ça fait diminuer les transferts, mais ce n'est pas désavantageux pour la Wallonie, pas du tout. Quand on regarde le nombre de personnes exclues, au regard de la population de la commune, on voit que sur les 100 communes les plus touchées, selon les chiffres de la FGTB, elles sont toutes francophones et bruxelloises. On voit que là, les CPS sont en train d'absorber cette vague. Vous dites on est à l'écoute, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il faut compenser davantage les communes, vous serez prêt à le faire pour aider justement à accompagner ces gens ? On a déjà prévu une belle compensation pour les communes et les CPS pour absorber le choc. Maintenant, ce sera très dur parce qu'on a commencé avec ceux qui sont déjà 20 ans ou plus en chômage. Ce sera peut-être le groupe qui est le plus difficile à réactiver, voire impossible à réactiver. Mais si quelqu'un n'est pas capable de travailler, ça n'a pas de sens de le garder dans le chômage. Et je pense que les CPS sont beaucoup mieux placés pour accompagner ces gens et peut-être de les réactiver. On a l'économie sociale, on a aussi augmenté le budget. On a décidé un budget structurel de 50 millions de plus du fédéral qui vont partir aux régions pour renforcer l'économie sociale, pour peut-être encore absorber ces gens qui sont très difficiles à mettre au travail. Mais après, les groupes qui vont être exclus du chômage sont des groupes qui, à mon avis, peuvent être activés ou qui étaient dans le chômage mais qui n'avaient pas besoin de leur allocation et que la plupart va ou bien se mettre au travail ou bien disparaître des statistiques. Et c'est comme dans chaque pays européen, ça se passe comme ça. Donc on est la grande exception mondiale qui dit non, le chômage c'est un grand trou et tout le monde peut s'installer et rester là à vie. Vous l'avez évoqué, sur le dossier des aidants proches, là vous allez rectifier le tir. Ce ne sont pas des profiteurs, pour le dire tout simplement. Mais non, pas Ils ne doivent pas être exclus de leur allocation. Pas du tout. Pour l'instant, ça, c'est le désavantage d'avoir un système avec un chômage perpétuel. On constate maintenant qu'il y a des groupes d'aidants qui ne sont pas prêts à reprendre le travail. Et parfois, pour cause, quand on est un aidant proche, quand on a un enfant qui est très malade, ou une personne on fait l'accompagnement de quelqu'un de la famille qui est palliative, tout le monde comprend qu'on ne peut pas se remettre au travail, tout le monde comprend qu'on a besoin de la solidarité. Maintenant, ce groupe devient visible. Donc ça, c'est un effet de la gestion qu'on fait et on vient de décider en Kern qu'on va faire deux choses. La semaine prochaine, on va renforcer le statut des aidants proches qui ont un emploi. On va simplifier les démarches. On va voter un projet de loi pour renforcer leur statut. Et on va trouver une solution pour les aidants proches qui sont au chômage. Et je ne peux pas vous dire quelle solution, mais je peux rassurer les gens. On va en tout cas commencer avec une période de transition, donc on ne va pas permettre qu'un aidant proche qui est au chômage aujourd'hui, dans 1 mois ou 2 mois, va être coupé de son allocation. Ça ne va pas se passer. Je ne peux pas vous dire quelle solution structurelle on va trouver, mais on va trouver une solution. Bardo Wever, cette semaine, vous organisez un grand sommet dans votre ville d'Anvers sur la question de l'industrie. Pour vous, c'est la clé pour sortir de la crise, production de richesse qui nous permettra d'être plus robustes face au chaos mondial. C'est quoi les secteurs de l'industrie qu'on peut doper en Belgique, selon vous, alors ? Oui, c'est en fait un sommet européen. Donc c'est l'industrie à l'échelle européenne qui va se rencontrer à Anvers. Je suis très fier d'être la ville où toute l'industrie de toute l'Europe va se rassembler. C'est stratégique, vous l'avez fait exprès de le faire à Anvers. Peut-être. Mais c'est important que ça se passe et qu'ils indiquent là, au monde politique, Ursula von der Leyen sera là, mais aussi Macron a accepté mon invitation de venir et aussi Friedrich Merz.
Donc on est un peu, à ce moment-là, vraiment le capital de l'économie européenne. C'est le sursaut, c'est la réponse de l'Europe par rapport à tout ce qui s'est passé même ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous étiez à Davos. Non, ça c'est le jour après. Donc le 11 février, on se voit à Anvers, on va écouter l'industrie. Mais j'ai fait mes devoirs, j'ai parlé à tout le monde, tous les secteurs. J'ai dit au secteur, parlez aussi avec vos collègues dans les autres pays européens avec de l'industrie. Ils l'ont fait, donc je m'attends à une séance où ils vont dire les 5 ou les 6 ou les 7, n'importe, top priorités qui nous empêchent d'être compétitifs en Europe sont les suivantes. Les grands politiques d'Europe seront là pour l'écouter. Et le jour après, j'ai invité tout le monde pour un sommet du Conseil européen informel dans notre pays, à Aldenbiesen, le château de Aldenbiesen, un jour avec un seul thème, la compétitivité. J'ai formé un club, les amis de la compétitivité au sein de l'Europe. Merz, il a immédiatement soutenu cette initiative, aussi Meloni. On a 3 présidents, moi, Meloni et Merz. Donc j'essaye de mettre les choses en marche, quoi. Et j'ai déjà en tête quelle doit être la conclusion du sommet européen et les top priorités que le Conseil doit donner à la Commission et dire vous devez vous focaliser sur ça et nous présenter aussi vite que possible avec un roadmap pour tout mettre en œuvre. On a les rapports de Draghi, on a les rapports de l'État. Donc on n'a pas besoin de rapports d'analyse, on a tout. On a tout. On sait très bien ce qu'on doit faire. On a besoin de l'énergie abordable pour l'industrie. On a besoin d'une intégration des marchés pour les biens, pour les services, pour l'énergie, pour la défense. On a besoin d'accords de libre-échange avec le reste du monde qui aime encore le multilatéralisme. Et de protection douanière. Notamment sur la Chine. Bien sûr. La réponse de l'Europe, ça sera aussi à un moment donné pour le monde qui n'aime plus le multilatéralisme. Les grands empires, les États-Unis qui se trompent et croient dans le protectionnisme, et la Chine qui ne fait pas une politique de commerce honnête. Donc des droits de douane, c'est à l'heure du jour. Droits de douane, il y a des autres méthodes aussi, mais il faut intégrer notre marché et l'utiliser comme une arme contre les grands blocs impériaux, disons. Et aussi, 5e priorité, on doit déréguler notre industrie. La charge administrative sur nos entreprises est beaucoup trop lourde. Donc, ce sont les priorités en Belgique. Si on peut maintenant aussi les mettre en exergue à l'échelle européenne, je pense qu'on a fait un bon job. Et tout a commencé ici, dans mon bureau. C'est la Belgique qui a mis ça en œuvre. Il y a aussi la question d'une pause environnementale. C'est une demande aussi de l'industrie, qu'à un moment donné, les réglementations européennes soient ralenties. C'est ce que vous plaidez. Votre partenaire, Les Engagés, vous a déjà cette semaine un peu interpellé en disant « ça, c'est pas le plan ». Non, je plaide pas pour laisser tomber les ambitions environnementales. Ça, je veux souligner. Mais on doit les réconcilier avec la compétitivité. Je dis toujours, on a les bœufs qui doivent tirer le chariot. Je connais pas le mot en français. Pas grave. The chariot. Mais la productivité, l'innovation, la compétitivité, ce sont les bœufs. Et la durabilité, ça c'est le mot que je ne connais pas. Le chariot ou la charrue. Donc on ne doit pas mettre le chariot devant les bœufs. Ça c'est tout ce que je demande. Ça ne veut pas dire que je veux laisser tomber le Green Deal, que je veux laisser tomber la transition énergétique. On doit en tout cas le faire, mais d'une manière pragmatique, d'une manière réaliste. Si on décarbonise l'Europe en déindustrialisant l'Europe, on a tout perdu. Venons-en à des dossiers belges. La question de la surpopulation anime aussi votre gouvernement. Est-ce qu'on va envoyer des prisonniers ? La surpopulation carcérale. La surpopulation carcérale. Exactement, anime... Parce qu'il n'y a pas de problème de surpopulation en Belgique. Votre gouvernement, est-ce qu'on va envoyer des prisonniers dans des prisons à l'étranger? Est-ce que c'est votre plan aussi? C'est dans l'accord de gouvernement, c'est une ambition de le faire, les renvoyer chez eux, parce qu'un tiers de nos prisonniers n'a même pas de statut en Belgique. Donc renvoyer les illégaux, mettre des gens en prison à l'étranger, les gens qui sont internés, les transférer vers des hôpitaux et des centres psychiatriques. Malheureusement, le gouvernement précédent a laissé 5000 gens devant la porte des prisons qui doivent être dedans mais qui ne sont pas dedans et qu'ils n'ont prévu rien pour résoudre ce problème. Je crains qu'on doit aussi prendre des mesures à court terme
des mesures de secours. Est-ce que vous soutenez votre ministre de la Justice ou est-ce que c'est le maillon faible de votre gouvernement? Je le soutiens à 100% et je comprends très bien qu'elle a hérité un problème gigantesque de M. Van Quickenborne, donc son prédécesseur, qu'elle se rend compte très bien que certaines mesures de secours à court terme ne sont pas du tout populaires. Si on dit aux gens, ceux qui doivent être dedans, on va les donner un bracelet ou on doit les libérer de façon anticipée, les gens ne vont pas applaudir, hein, les gens détestent des mesures comme ça, mais malheureusement, je pense que dans le menu, pour arriver à une solution, on devra aussi accepter des mesures comme ça à court terme. Et je me rends compte que pour le ministre de la Justice qui a assumé cette responsabilité, que c'est hyper compliqué. Donc on travaille ensemble, j'espère qu'on peut s'en sortir la semaine prochaine, parce que c'est un problème urgent. Autre question pour votre gouvernement, sur la question des dépenses militaires de défense. Ça a rythmé la première année de l'Arizona. Est-ce que vous allez acheter des F-35 supplémentaires? La commande qui avait été évoquée de 11 avions, est-ce que vous allez la respecter vu le contexte international? Oui, sans doute. Sans doute. C'est votre volonté? Oui, sans doute. Il n'y a pas d'autre décision possible. On a déjà fait le choix pour les F-35 sous la suédoise. On doit en acheter plus. Donc on ne peut pas travailler avec deux types d'avions. Donc si on achète encore des avions, ce seront des F-35. C'est le meilleur avion. C'est le meilleur avion, il n'y a pas d'autre choix. Ceux qui veulent maintenant couper les liens avec les États-Unis, ils se trompent. Hein. Donc il faut organiser la stratégie autonome de l'Europe. Mais on a encore beaucoup de boulot à faire. Ça va prendre du temps. Dire du jour au lendemain, c'est fini avec l'OTAN, c'est fini avec l'alliance avec les États-Unis, ça c'est une stupidité colossale, c'est infaisable. Juste ce week-end, Bardo Wever, Donald Trump a relayé un montage raciste en ligne représentant Barack Obama et Michelle Obama en singe. Quelle est encore votre confiance dans le président américain, vous? Écoute, l'attentisme est beaucoup plus vieux que M. Trump. Non, c'est pas beaucoup plus vieux, mais c'est aussi vieux que M. Trump. Allez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder au-delà d'une présidence. Donc, on peut pas aller, et je veux pas aller, une rupture totale avec les États-Unis parce qu'il y a une certaine personnalité dans la Maison-Blanche qui dit des choses, mais à Davos, vous avez tapé sur la table, qui heurtent, qui nous blessent, qui nous humilient. C'est la vérité. Je l'ai dit aussi à Davos. Hein. J'étais très clair. Mais je ne veux pas laisser tomber l'attentisme, mais il ne faut pas être naïf. Quand il n'y a plus d'amour qui vient de la Maison-Blanche et des États-Unis vers l'Europe, il faut se préparer pour une autonomie, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Hein. On doit développer des capacités militaires qu'on n'a pas du tout, des capacités globales. Ça veut dire que l'Europe doit s'intégrer à un niveau qu'on n'a jamais pensé. Ce ne sera peut-être pas au début l'Europe des 27, ce sera une intégration fonctionnelle des pays qui sont déjà prêts à mettre des pas de l'avant, de consolider la base industrielle de la défense, qui n'est pas une évidence. Hein. Même en Europe, avec la France, c'est très compliqué. Ils disent toujours européens, mais ils pensent tout le monde va acheter des trucs français. C'est compliqué. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire pour arriver à cette intégration, à cette autonomie militaire, et de développer les capacités pour devenir aussi une force impériale, disons. Mais j'espère un empire, pas comme la Chine et les États-Unis, plutôt un empire de gentillesse, disons. Mais que les Européens ont été naïfs et qu'on a rêvé de vivre dans un monde qui n'existe plus et qui n'a peut-être jamais existé, c'est une vérité très dure. Et la guerre en Ukraine l'a démontré comment on dépend des États-Unis et qu'on peut peut-être pas plus compter sur eux comme on l'a toujours fait pendant 80 ans. Mais dire maintenant, M. Trump, il dit des choses dégueulasses, il fait des choses dégueulasses, on va laisser tomber les États-Unis, on va vers une rupture totale du jour au lendemain, ça serait une stupidité totale, et on va peut-être servir l'agenda du mouvement MAGA qui veut exactement ça, qui veut la rupture avec l'Europe. Donc il ne faut pas être dans la géopolitique, il ne faut pas être un imbécile et agir d'une façon émotionnelle. Il y a des gens ici au Parlement qui hurlent, qui crient, mais qui en fait ne racontent que des stupidités. On revient dans votre bureau avec une dernière question sur votre chat qui est absent de cette interview, Maximus, qui est la star des réseaux sociaux. Il n'aime pas les caméras. Il n'aime pas les caméras. 200 000 abonnés sur Instagram. C'est votre porte-parole officiel. Il miaule des choses que vous ne pouvez pas dire en tant que Premier ministre ?
je ne peux pas le nier, mais ça a commencé avec, comme une blague innocente, mais ça a pris des proportions que je ne l'avais jamais pensé. Donc tout le monde veut... Mais vous l'utilisez aussi pour faire passer des messages politiques. Mais allez, c'est une façon, allez, c'est quand même, allez, il ne dit jamais des choses très dures, hein, des petites blagues, un commentaire cynique, il se moque de moi tout le temps. Mais bon, moi j'adore les chats, j'ai toujours eu un chat, et j'ai toujours rêvé d'avoir un chat ici, dans mon endroit de travail, dans la maison communale d'Anvers. C'était impossible parce que c'est un monument, mais ici c'est permis d'avoir un chat, donc j'ai toujours rêvé d'avoir un chat parce que ça a un effet tranquillisant. Vous avez besoin de ça? Oui, j'ai besoin de ça. Ce sont des moments que j'adore, les petits moments avec les chats. Et tout le reste, c'est un hasard. Quand des photos de Maximus ont sorti, on a eu des réactions. Allez, mettez les chats sur Instagram. On l'a fait. Les premières photos étaient innocentes, sans musique, sans commentaire. Mais il avait 50 000 followers avant qu'on le savait. Et bon, j'ai dit, bon, quand l'effet ou l'impact de Maximus est de telle nature, on va commencer à jouer un peu avec les chats. Et c'est ce qu'on a fait, je m'amuse. Merci Bart de Wever pour cet entretien. Merci à vous, avec plaisir.